Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SOS Carabin, un podcast proposé par Egora, le site d'actualité des médecins. Je suis Justine Morel et je suis là pour vous aider, vous, étudiants en médecine, à réussir votre cursus. Dans chaque épisode, je reçois un invité qui répond aux questions que vous vous posez sur la gestion du stress, l'alimentation ou encore le choix de la spécialité à l'issue des EDN. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui vous parle forcément, la mémorisation des cours. Citrate, cisaconitate, isocitrate, alpha-cétoglutarate, succinyl-CoA, succinate, fumarate, malate, oxalawacétate. Vous les avez sans doute reconnus, ça ce sont les étapes principales du fameux cycle de Krebs qu'il faut connaître par cœur en médecine. Un véritable enfer pour beaucoup d'étudiants et ce n'est qu'un tout petit échantillon des choses à retenir quand on suit ce cursus. Alors oui, dit comme ça, il y a de quoi se sentir découragé, mais pas de panique, il existe plusieurs méthodes pour mémoriser ce genre d'informations rapidement et durablement. Vous avez peut-être déjà entendu parler du palais mental, des flashcards ou encore de la technique de la feuille blanche. Mais comment ça marche exactement et qu'est-ce qui est vraiment efficace selon les unités d'enseignement ? Pour y voir plus clair, j'ai invité un spécialiste de la mémorisation. Il est même champion de France de mémoire et vice-champion du monde par équipe. Il est aussi coach et formateur en mémorisation et travaille auprès d'étudiants en médecine notamment. Et il est président de l'association des sports de mémoire. Bonjour Sébastien Martinez. Bonjour. Bienvenue donc dans ce tout premier épisode de SOS Carabin. Donc on l'a dit, aujourd'hui on va essayer de répondre à une question, comment mémoriser un maximum de choses sur le long terme ? Et pour commencer, déjà j'aimerais savoir comment on fait pour trouver la bonne méthode de mémorisation, celle qui nous correspond vraiment, parce que finalement c'est pas quelque chose qu'on apprend à la fac de médecine. Oui, alors déjà dans la question, merci. Il y a un premier point à comprendre. On me pose souvent cette question, comment je trouve ma méthode de travail ? Le mot « trouver » n'est pas bon. Une méthode de travail, ça ne se trouve pas, ça se construit. Et d'ailleurs, avec cette image de trouver, souvent les personnes attendent un peu le dernier moment. Ils disent « Ok, ça va me tomber dessus ». Non, vraiment, ça se construit. Donc en fait, il y a des grandes trames de méthodes, on va dire, qui peuvent convenir. Donc l'idée, c'est d'essayer certaines. Et après, on l'affûte, on l'affine, on la modélise un peu plus à notre manière de faire et en fonction des cours aussi. Pour apprendre plus vite, il faut déjà avoir la bonne intention au bon moment. Si la première fois que je découvre mon cours, mon but, c'est d'apprendre tout et chaque détail, je vais passer un temps incroyable et désastreux d'une certaine manière et ça ne va pas être rentable. Et donc, première étape, la découverte, bien comprendre. Alors justement, quand on est devant sa feuille de cours qu'on vient de suivre à la fac ou qu'on a téléchargée, qu'est-ce qu'on fait ? Si on focalise vraiment sur la première année, mais ça peut marcher aussi pour les EDN, avec pas mal d'adaptations, souvent, une méthode de travail qui marche bien, c'est soit la méthode du plan, soit la méthode des flashcards. Donc, par exemple, comme je dis, il ne faut pas relire en boucle. Ça, on sait que ça ne marche pas. Il vaut mieux, quand on découvre un cours, on essaie de le comprendre. Moi, j'aime bien donc avec soit une méthode du plan, j'ai beaucoup d'élèves qui font ça. Donc, ils ont le plan, ou alors ils construisent le plan au fur et à mesure. Dès qu'ils finissent, par exemple, une page, ou 2 pages, ou 3 pages, ça dépend. Là. Ils s'arrêtent, ils re-regardent le plan, et ils se disent « Ok, qu'est-ce que je viens de lire ? Qu'est-ce que je viens de comprendre ? Est-ce que je suis capable, avec le plan détaillé, de retrouver les idées clés qui sont cachées derrière ?» Alors, au début, il n'y a pas grand-chose qui revient, mais au moins, il y a la compréhension et la logique du cours. Et ça, c'est l'étape numéro 1, c'est se tester pour retrouver le fil. Et petit à petit, on refait le même process le lendemain. On prend le plan avec des indices qui sont écrits dessus et on essaie de retrouver le maximum du cours. Et avec ces itérations comme ça, aller-retour, ça marche plutôt très bien. Une autre manière de fonctionner, donc ça c'est une première trame. Deuxième trame, c'est plutôt avec les flashcards. Ça, c'est assez connu aussi dans le monde de la médecine, ou Anki, Quizlet aussi, c'est connu. J'ai des élèves qui en première année, créaient... Je regarde, il a fait 11 000 flashcards sur l'ensemble de ses cours. C'est en clair, en lisant un cours, on le transforme en question comme un quiz, en question élémentaire. En fonction des styles, il y en a par cours de 2 heures à la fac qui font entre 50 et 120 flashcards. Donc ça fait un certain volume. Et après, ils s'entraînent à réviser en se quizant. Donc ils lancent leurs flashcards et des questions et ils essaient de trouver la réponse, ils vérifient. Comme ça, ils avancent dans le temps avec des révisions. Donc ça, c'est les 2 grandes approches souvent que j'observe avec les élèves que je suis ou même qui développent spontanément, soit avec méthode du plan, où on se teste beaucoup avec ces indices, soit avec des flashcards qu'on a créés. Ok, donc l'idée c'est d'être toujours actif et Oui. de travailler comme ça son cerveau, quoi. Oui, des clés, c'est l'entraînement par récupération et révision espacée. Entraînement par récupération, c'est quoi ? C'est d'abord se tester
et après se corriger. Et enfin, le deuxième principe, c'est s'entraîner dans le temps, donc réviser la méthode DJ en médecine très connue. Alors, c'est pas toujours applicable à 100%, mais c'est l'idée. Justement, la méthode DJ, je pense que tous ceux qui nous écoutent en ont déjà entendu parler. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est une technique intéressante ? Oui, en fait, la méthode DJ, elle est très connue en médecine et à la fois polémique. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est les principes scientifiques qui sont cachés derrière. On parle de révision espacée. Révision espacée, le principe, il est assez simple. C'est plus rentable d'un point de vue appropriation et mnésique de réviser 10 minutes tous les jours que faire 1 heure par semaine, sur une journée. Parce qu'entre-temps, il y a des dodos, on dort, notre cerveau agglomère et consolide des informations. Donc, l'enjeu, il est de dire comment je fais pour ne pas juste bourriner une fois et après rien faire, mais de le revoir régulièrement. Parce que souvent, les détracteurs de la méthode DJ disent mais en fait, c'est pas possible, au bout de J30, J60, je vais pas y arriver. Souvent, méthode DJ, on donne J0 le jour même, le lendemain, J1, J3, 3 jours, une semaine, J7, J14, J30, ça peut être J60, etc. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et après, la plus grande difficulté, c'est pour les EDN. Les EDN, ça se passe sur des années. Donc, on ne peut pas complètement respecter ça. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir au moins la première semaine ou les 15 premiers jours assez structurés. On se pose, on se dit, OK, j'essaye de faire au moins le lendemain, peut-être 3 jours, peut-être 5 jours ou 10 jours, voir comment ça s'agglomère dans mon agenda. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que je fais pendant cette méthode DJ ? Parce qu'il y en a qui font juste relire. Et en fait, relire, on sait que ça ne sert à rien. Là, pour le coup, c'est encore une fois un des principes de base. L'entraînement par récupération, l'effet test. Il vaut mieux toujours se tester que de relire. Le problème de l'effet test, c'est que c'est très difficile d'un point de vue émotionnel. Quand on se teste et qu'on voit qu'on est dans les choux, on n'a pas envie. Et du coup, c'est assez agréable en fait de relire parce qu'on comprend, on avance. Le problème, quand on relit, on entretient ce qu'on appelle l'illusion de la connaissance. Ça, c'est assez documenté. Et l'illusion de la connaissance, c'est assez terrible parce qu'on a l'impression de connaître, on ne connaît pas. Donc ça, c'est important aussi d'avoir en tête. Quand on pratique une méthode DJ, c'est pas que programmer l'organisation DJ, mais aussi me tester quand je commence mes révisions, mes différents J. Ok, donc là, on a quand même des pistes pour la méthode de travail. Mais si on rentre vraiment dans le détail du cours, est-ce que tu aurais des conseils, des astuces à nous donner pour mémoriser des listes, du vocabulaire, des planches d'anatomie ? On sait qu'il y en a quand même pas mal en médecine. Alors oui. Alors ça, il y en a beaucoup en première année. À partir de... pour la suite, et encore une fois, les EDN, là, souvent, les élèves, c'est pas forcément sur ce genre de détails que ça pose problème. Ça, déjà, il faut comprendre que déjà, ça peut s'entraîner. Et il y a 3 clés pour mémoriser. C'est 1, l'attention. Il faut être capable d'être attentif quand on apprend. 2, il faut être capable de créer un lien, d'associer. Et 3, il faut être capable de s'entraîner. Répéter. Souvent, la grande inconnue, c'est l'étape 2, c'est comment je fais pour créer des associations pour retenir une information, pour faire rentrer notre information dans la mémoire à long terme. Pour moi, que j'ai recensé, il y a 3 grandes manières qu'on peut mélanger pour apprendre des listes. Première manière, assez classique, Méouidon Cornicard, c'est de faire des acronymes. En médecine, ils sont assez fans de ça. Il y en a une qui me vient aussi d'étudiants en médecine, c'est sur la 3e ligne du tableau périodique, qui est Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. Je ne sais pas si vous connaissez Ouais. Donc si on prend les premières lettres, donc Napoléon, Na, sodium, mangea, Mg, magnésium, Al, aluminium, etc. Donc on a toute la ligne comme ça. Et il y en a une aussi pour le cycle de Krebs qu'on évoquait justement au tout début. Oui, l'histoire de citron, j'avais lu, je n'ai pas retenu, j'avoue, mais oui, il y en a. C'est ça. En fait, il y a première catégorie de méthode, moi j'appelle ça les concaténations. On prend des petits bouts, on les met ensemble et ça fait. Et quand on prend les premières lettres, on retrouve l'information. Il y a une autre manière, c'est faire une histoire aussi. On peut s'amuser à faire des histoires plus ou moins farfelues. Moi, j'ai une histoire qui marche aussi, que ça va prendre une planche d'anat, c'est les os du carpe, c'est au niveau du poignet. Il y a 8 petits os. Si on part, comme s'il y avait 2 lignes, en fait, quand on regarde notre poignet droit, et la paume face à nous, on a 2 lignes au niveau du poignet. En bas à droite, donc on a le scaphoïde, donc on peut imaginer un scaphandrier qui va sur la Lune. Sur cette Lune, il y a une pyramide. Dans la pyramide, on rentre, il y a plein de piscines. À côté de la piscine, il y a un hamac. Dans le hamac, il y a un capitaine, le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock, il a un petit androïde sur la tête qui s'amuse à faire du trapèze. Donc là, je me suis fait une histoire un peu farfelue. Je ne sais pas si
Vous arriverez à leur sortir parce que là, Ah, là, je suis pas sûre. en live, bon, j'ai pris un peu. Mais du coup, ces 8 éléments, ça reprend les 8 petits os. Donc, scaphandre, scaphoïde. Il arrive sur la Lune, donc lunatum. Dans la Lune, il y a une pyramide, donc pyramidale. Après, on a une piscine, donc pisiforme. Donc, ça, c'est la première ligne du bas. Si on remonte en haut à gauche, on a après amatum, capitatum, trapézoïde et trapèze. Et donc, le fait de faire une petite histoire, ça marche. Mais après, on s'entraîne avec le schéma, ça revient. Autre exemple aussi pour les histoires aussi, pour le vocabulaire. Première médecine, il y a beaucoup. C'est une langue à apprendre. Hein. Et pour le vocabulaire, c'est assez rigolo. Moi, j'ai fait beaucoup apprendre d'étymologie. Si on prend un exemple tout simple, par exemple, bradycardie. Bon, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Absolument pas. Voilà, donc cardie, si on décompose, on peut cardiaque, quoi. Ouais. Alors, et brady, bon, si on connaît, brady, ça veut dire lent. Ça veut dire rythme cardiaque lent. Et après, dérivé, tachycardie. Enfin voilà, donc on peut avoir plein de. Et donc, avec ces indices, donc si on apprend l'étymologie, si on a fait du grec ou du latin, c'est plus facile du coup d'apprendre les nouveaux termes qui vont nous arriver parce qu'en médecine, c'est souvent du vocabulaire scientifique qui va nous arriver. Donc ça peut être une manière. Et du coup, si on n'a pas accès à la manière logique, on peut y aller de manière loufoque. Moi, chez les élèves, je dis bradycardie, tu penses à quoi? Je sais pas, des bras, par exemple. Bras, c'est lent, des bras. Lent à une tortue avec des bras. Ou une tortue avec une tête de Brad Pitt. Parce que voilà, et donc, on se fait une petite histoire un peu débile. Ça nous fait rire. Et après, si on s'entraîne, ça va rentrer dans le mémoire à long terme. Et ça va devenir spontané. Là, j'ai donné pas mal d'exemples sur, en fait, libérer cette énergie un peu créative, un peu loufoque, s'autoriser à faire des liens loufoques, ça marche très bien. Mais évidemment, quand on a accès à des liens logiques, on va plutôt prioriser ces liens logiques qui sont plus rapides à mettre en place. Et ça marche aussi avec le palais mental, des images un petit peu farfelues. Il y a le palais mental qui est aussi très puissant, mais qui demande un peu de gymnastique au début. J'ai l'exemple d'un élève qui, lui, était fan des palais. Une fois, il m'a envoyé un mail. Il m'a dit « Sébastien, merci, grâce à toi, j'ai réussi ma première année. » Je ne le connaissais pas. En fait, il avait juste lu mon premier livre. Et en fait, en première année, il a construit 90 palais différents de mémoire. Oui. Donc, il a mémorisé tous ses cours. Et là, je l'ai eu il y a quelques années, il était dans ses EDN. Et là, il avait construit 360 palais. Donc, je crois qu'il y a 356 items dans les différents collèges. Et en fait, chaque item, il les mettait dans un palais mental. Et il me dit c'est fou. Et lui, ça lui convenait parfaitement, quoi. Ok, et ça ressemble à quoi exactement un palais mental si tu devais nous donner un Alors, exemple? Quand on commence un palais mental, si on prend l'exemple du cycle de Krebs, l'idée c'est on prend un endroit qu'on connaît, on prend peut-être sa chambre ou une cuisine, et dans sa cuisine on va prendre 10 emplacements. Par exemple, on a un frigo, on a un four, on a une plaque de cuisson, on a un évier, corbeille à fruits, une table, et dans chaque emplacement on va faire une association. Par exemple, cycle de Krebs, le 1 c'est citra, donc on ouvre le frigo, on met des citrons, à côté on a peut-être un four, four après on a 6 aconitate, donc je sais pas, j'imagine des inconnus ou une scie. Dans le four, on imagine quelqu'un qui est en train de scier. Après, il y a isocitra, donc moi j'imagine un citron tout seul sur la plaque de cuisson qui est en train de chauffer là. Et donc on se fait des petites histoires et après on rebalaye notre palais. On dit ok, qu'est-ce que j'avais déjà dans le frigo? J'ouvre, ah ouais, j'ai plein de citrons qui me tombent dessus, donc citrate. Qu'est-ce que j'ai mis dans le four? Ah ouais, j'ai une scie. Donc voilà, donc en fait c'est ça, c'est la méthode. Alors dit comme ça, évidemment au début c'est pas très rapide, mais plus on s'entraîne et plus ça peut être assez dingue en termes de capacité de rétention. Ok, donc là on a quand même de bonnes bases pour y arriver, mais on peut quand même se demander s'il faut tout apprendre par cœur en médecine. En tout cas, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui se posent la question. Et puis comment on fait pour hiérarchiser, pour savoir ce qu'il faut apprendre en priorité? Oui, alors c'est qu'apprendre par cœur, ça c'est ce truc qu'on me dit tout le temps, surtout en première année, des jeunes qui arrivent après à terminer, je dis mais il faut que j'apprenne tous les détails, comment je fais. Et en fait, cette injonction de dire il faut apprendre tout par cœur, elle est à la fois vraie, mais elle peut être à la fois paralysante. En fait, ce qu'il faut apprendre, c'est, en tout cas si je me focalise sur la première année, c'est les réponses aux questions qu'on va vous poser. Ça c'est dit, on va dire, un peu de manière humoristique. On ne peut pas avoir accès aux questions à l'avance. Mais il y a cette blague que j'avais souvent entendue, c'était dans le droit. Il y en a qui disent, voilà, quelle est la différence entre un bon avocat et un excellent avocat? Et en fait, le bon avocat, il connaît par cœur le droit, il est vraiment incollable. Et l'excellent avocat, il connaît le juge. Donc c'est pour la boutade, on peut l'interpréter de plein de manières différentes. Et donc, connaître le juge, ça veut dire quoi? C'est connaître les questions à l'avance. Ou en tout cas, qu'est-ce qui semble important pour la personne qui va créer
les partiels ou le concours, et sur lesquels ils vont vous interroger. Et donc, pour pouvoir se mettre dans la tête de cette personne qui va créer les QCM, parce que souvent c'est des QCM, même s'il y a des DP après pour les EDN, mais le meilleur moyen, c'est de faire un maximum de QCM, d'exercices, un type anal. Et ça, on doit en faire dès le début, vraiment ? Alors, oui, dès le début, mais en fait, les anals n'ont pas le même objectif, encore une fois, en fonction de quand on fait l'anal, on ne va pas chercher la même chose. Je me remets en première année médecine, parce qu'il y en a beaucoup qui ça va leur parler, quand on sort de terminale et qu'on arrive en médecine, si on garde notre entraînement à résoudre des exercices comme pour le bac, c'est sûr qu'on échoue. Parce qu'on a une sorte de, moi j'appelle ça un radar, tu vois, un radar à apprendre un cours pour le bac. Si tu gardes ce radar, tu échoues. Donc le plus important, très rapidement, c'est de faire un maximum de QCM et d'anal pour faire évoluer ton radar à radar à PASS, LAS, prochain nom qui va apparaître pour le premier médecine, mais donc pour avoir la bonne manière d'apprendre le cours et des pièges qu'on va te donner. Il y a une deuxième bascule qui s'opère en fin de troisième année sur les EDN, où on commence à apprendre sur des items. Là, on a besoin aussi de changer notre manière d'apprendre les cours, parce qu'on va nous interroger, pour les EDN en l'occurrence, d'une manière différente. Donc en fait, au début, c'est important de faire les QCM ou les annales, pas dans le but d'avoir des bonnes réponses, mais dans le but de comprendre comment on va me piéger, comment on va m'évaluer. Et plus on avance, ça en général ça prend un mois, mais ça va assez vite, plus on avance et plus on va s'entraîner avec ces annales pour vérifier nos connaissances. Et après, quand on va arriver sur la fin, le but de faire maximum d'annales, c'est d'augmenter notre endurance pour être prêt. Et parce que des fois, le jour du concours, c'est pas un problème de connaissances, mais c'est un problème de fatigue et de sollicitation des connaissances. Donc, j'ai envie de dire, si on fait un gros trait, il y a 3 temps pour les QCM ou les annales. Premier temps, c'est comprendre et développer notre radar à concours. Deuxième temps, c'est pour maintenir les connaissances en tête. Et le dernier temps, c'est pour augmenter notre endurance. Et ça, c'est quand on est proche du concours, pour être affûté à l'exercice qui nous attend. Et alors, est-ce que l'idée de travailler 12 heures par jour, c'est judicieux ? Parce qu'on voit beaucoup de témoignages, je travaille 12 heures, 13 heures par jour, mais bon, c'est pas toujours la meilleure solution. Oui, faut vraiment différencier quantité d'intensité. J'ai souvent, c'est paradoxal, mais des premières années de médecine, j'en ai souvent qui me contactent pendant l'année, et des fois, le seul conseil, mais qu'ils ne sont pas capables d'entendre, pour qu'ils espèrent pouvoir réussir, c'est diminuer le temps de travail qui passe. Il y en a qui passent 13, 14, 15 heures de travail. C'est lunaire, en fait. C'est de la quantité et pas de l'intensité. Souvent, pour en parler avec des profs de médecine ou des directeurs de prépa ou dans des tutorats, ils me disent que les majors de promo travaillent rarement 10 heures, 8, 9 heures, 10 heures max. Donc en fait, ils ont intuitivement ou travaillé cette notion d'intensité. Je travaille en étant intense. Donc oui, il faut travailler plus qu'en terminale. Oui, c'est des études qui demandent une grande capacité de charge de travail, mais il faut être vigilant sur cette intensité-quantité. Voilà, donc il faut savoir finalement se reposer aussi, prendre soin de soi, faire du sport peut-être, s'aérer l'esprit. Ouais, souvent dans ces études, c'est ça, c'est quand tu fais du coup, donc on est dans la méthode organisationnelle là, sur cette sphère-là, c'est déjà aussi mettre dans ton agenda les temps où tu te reposes. À quel moment tu vas te reposer ? Moi, j'avais cet exemple aussi d'une élève que j'avais suivie en terminale et après sa première année médecine, je l'avais interviewée d'ailleurs et elle m'avait dit, elle était bluffante. Son défouloir, c'était l'aviron. C'est Rose qu'elle s'appelle. Et en fait, sa première année de médecine, elle m'a dit, j'ai continué l'aviron et je faisais 10 heures par semaine. Donc, ce qui est en général pas conseillé. Et en fait, cette année-là, en plus, elle a été championne de France, pour info, dans sa catégorie. Et elle a fini major de sa fac. Donc en fait, c'est des exemples qui montrent que pourquoi elle a réussi, parce que son défouloir et ce temps qu'elle a passé dans le sport lui ont permis aussi, pendant ses temps de travail, d'être ultra focus. Notamment, elle faisait beaucoup d'entraînement par récupération, elle se testait beaucoup. Et donc, c'est plus rentable, quoi, en termes d'intensité. Donc voilà, si vous avez des passions, ne les abandonnez pas, en tout cas radicalement, quoi. Ah oui, ça c'est le conseil à donner, c'est de ne surtout pas arrêter radicalement. Après, là, je vous ai donné un exemple assez extrême d'intensité. Ça peut vous correspondre, mais ça correspond clairement pas à tout le monde. Et alors, est-ce que tu aurais finalement des ressources à conseiller sur le sujet de la mémorisation, que ce soit des films, des livres, des podcasts même ? Carrément. Déjà, j'ai envie de conseiller ma newsletter où je parle beaucoup d'astuces de mémorisation.
trouverez sur mon site, sébastien-martinez.com. Sinon, en termes de ressources, j'ai un copain, là, Guillaume Petitjean, qui est 3 fois champion de France de mémoire aussi, avec qui j'ai beaucoup travaillé, que je travaille beaucoup encore, qui a écrit un livre sur la mémoire, enfin comment bien mémoriser dans les études de santé, de la passe aux EDN, c'est ça son livre. Et donc il est plutôt très bien documenté sur l'approche scientifique, et lui, comme c'est un athlète aussi de la mémoire, il a un aspect assez pragmatique de la chose, donc ça je le conseille. Ceux qui sont plus proches du début, on va dire, des études terminales ou première année, il y a ce MOOC, vraiment ce cours en ligne sur FUN, donc France Université Numérique, donc FUN. C'est l'atome à l'humain, à la racine des mots scientifiques, donc c'est gratuit, c'est développé par la fac de Lorraine sur comprendre l'étymologie des termes. Après, en ressources, il y a ce film, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent en médecine, je crois que c'est Hippocate qui s'appelle, qui est marrant. On n'apprend rien sur la partie méthodologique, mais qui est rigolo enfin rigolo, et à la fois terrible aussi sur la pression que subissent quand même les élèves en première année. Et Hippocrate, c'est le film. C'est Hippocrate, oui. Et avec cette citation qui dit la différence entre un élève en première médecine et en prépa, à la question apprendre le bottin, la première médecine, il dit c'est pour quand, et en prépa il dit mais pourquoi. Donc ouais, il y a ça. Après il y en a sûrement d'autres, mais voilà, c'est ce que je vous conseillerais à la rigueur. Merci beaucoup Sébastien pour tous ces conseils. On mettra en description de l'épisode tous les liens pour te retrouver sur internet, sur les réseaux sociaux. Et dans un prochain épisode, nous on parlera de gestion du stress, donc restez à l'écoute. Et si vous avez bien aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à le partager, à mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, parce que ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt. Bye.